Il ne faut pas longtemps aux auditeurs de qualité pour comprendre que deux entreprises ne sont pas les mêmes, que deux installations ne sont pas les mêmes, même au sein de la même entreprise, et que deux processus ne sont pas identiques, pas plus que les deux produits qui y sont fabriqués. Cela pose un problème pour l'auditeur car, bien qu'un bon audit soit un audit structuré, une approche trop rigide de la structure peut entraîner le fait de négliger un problème significatif ou plusieurs problèmes. Dès le départ, l'auditeur doit reconnaître que l'équité et l'importance ne peuvent pas être sacrifiées simplement pour la cohérence ou l'uniformité. Il se peut que vous soyez personnellement chargé d'auditer toute l'organisation ou que vous soyez un spécialiste qui examinera des domaines d'activité individuels. La classe de maître MVI sur les bonnes pratiques de fabrication et l'audit qualité comprend des modules couvrant des domaines d'activité spécifiques. Cependant, certaines choses s'appliquent quelle que soit la section qui est examinée. Commencez par vous familiariser avec l'agencement en examinant un plan de l'installation qui doit être audité. Ensuite, demandez à votre hôte de discuter des questions de personnel et des flux de matériaux. Pour évaluer ceci, vous devez savoir quelque chose sur le processus. Par ailleurs, examinez le niveau d'hygiène dans divers toilettes et installations sanitaires, attribuez une note sur 10, puis comparez-la à votre évaluation de l'ensemble lorsque vous partez. D'accord. Maintenant, soyons précis. Un audit doit commencer quelque part et de préférence, il devrait suivre un schéma. Nous suggérons que les nouveaux auditeurs trouveront logique de suivre l'approche du flux de processus. Beaucoup, probablement la majorité des auditeurs expérimentés, utilisent ce système, notamment lorsqu'ils auditent un établissement qu'ils n'ont jamais visité auparavant ou lorsqu'ils auditent un processus qui leur est inconnu. Il y a deux raisons principales. Premier, la plupart d'entre nous trouvent plus facile de comprendre un modèle linéaire, commencer quelque chose depuis le début et travailler logiquement jusqu'à la fin. Et cela s'applique particulièrement lors de la réalisation d'un audit de qualité. De plus, c'est une bonne idée car le point de départ de pratiquement tous les flux de processus est un territoire familier, l'entrepôt. Ainsi, l'auditeur commence par jouer sur le même terrain que l'équipe d'accueil de l'usine auditée avant de passer en revue des processus pour lesquels ils auront probablement, non, disons plutôt dont ils auront certainement une connaissance technique beaucoup plus grande et détaillée. L'entrepôt est l'interface physique entre l'installation de fabrication pharmaceutique réglementée par les BPF et le reste du monde. Les matériaux de départ et d'emballage sont expédiés dans l'entrepôt par des fournisseurs qui, en tant que vendeurs d'API, peuvent être soumis à la conformité GMP ou probablement ne le sont pas. Les produits finis sont expédiés de l'entrepôt vers les centres de distribution, les grossistes, les détaillants et, finalement, vers le consommateur réel, le patient. Consommateur réel, le patient. Alors, commençons. En utilisant l'objectif de la caméra comme l'œil de l'auditeur, auditons l'entrepôt. C'est la baie de réception ou le quai. Il est protégé des intempéries par une toile, et il y a une porte roulante qui se ferme automatiquement lorsqu'elle n'est pas nécessaire, plus précisément pour être ouverte. Il y a des pièges à rongeurs à l'extérieur de l'entrepôt et un insectocuteur au-dessus des portes pour limiter l'accès des insectes volants. Vous pourriez vous demander et vérifier s'il y a des pièges à insectes rampants et des pièges à petits nuisibles dans l'entrepôt. À l'intérieur de l'entrepôt, la première chose que nous nous attendons à voir est une zone de réception. Dans certains endroits, on l'appelle l'entrée des marchandises. C'est une zone définie et nous pouvons voir que les palettes de marchandises entrantes sont disposées de manière ordonnée. Chaque type de matériau est séparé des autres pour éviter de les mélanger. Ils ont été placés avec un accès clair afin qu'ils puissent être inspectés pour tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. Lorsque nécessaire,
les matériaux entrants doivent être nettoyés avant d'être déplacés dans le corps de l'entrepôt. Alors, qu'en est-il des documents et des autres activités effectuées à la réception? Visitions le bureau et recherchons le SOP qui concerne la réception des matières entrantes. Le processus commence par vérifier que les données sur le bon de livraison correspondent à la commande d'achat de l'entreprise. Il demande à vérifier que le nom interne pour les matériaux correspond à la description du fournisseur, qui peut ne pas avoir le même nom, ainsi qu'au code du matériau interne. Le nombre de conteneurs doit être compté et comparé au nombre indiqué sur le bon de livraison et tout dommage doit être noté. Une fois ces contrôles terminés, l'opérateur de réception doit étiqueter les palettes de marchandises entrantes avec leur numéro de lot interne et les étiquettes de statut. La GMP exige que les matières entrantes soient mises en quarantaine ou retenues à l'utilisation jusqu'à ce qu'elles soient échantillonnées et testées. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie importante de l'entrepôt, la zone d'échantillonnage. L'échantillonnage doit être effectué dans une zone séparée du stockage. Mais s'il faut le faire dans une zone de stockage, alors l'accent doit être mis sur la prévention de toute chance de contamination croisée découlant de l'activité. La GMP est très prescriptive en matière d'échantillonnage et stipule clairement que l'échantillon doit être représentatif de chaque lot ou expédition reçue, ce qui impose certaines contraintes sur le nombre de conteneurs échantillonnés et la quantité prélevée de chaque conteneur. Cela est très lié au type de matériel échantillonné et à son historique de qualité. Mais le schéma d'échantillonnage de la route N+1 est couramment utilisé. La méthode d'échantillonnage doit être clairement décrite dans la procédure opératoire standard détaillant l'équipement à utiliser et comment étiqueter les conteneurs d'échantillons. Bien sûr, l'échantillonnage pour les tests microbiologiques doit être effectué dans des cabines à air pur en utilisant du matériel stérile, et l'attention doit toujours être portée aux considérations de santé et de sécurité. Après l'échantillonnage, les conteneurs à partir desquels les échantillons ont été prélevés doivent être refermés de manière à éviter tout risque de contamination, après quoi ils doivent être identifiés. Lorsque les tests sur échantillons sont terminés, les matériaux entrants peuvent être amenés dans la zone de stockage de l'entrepôt. Mais n'oubliez pas que les tests sont rarement instantanés. Il est donc probable que les matériaux devront être mis en quarantaine jusqu'à ce que les résultats des tests soient publiés. Chaque palette doit être étiquetée avec le statut de quarantaine, maintenu dans une zone séparée pour les marchandises en quarantaine entrante. Mais, de plus en plus, avec l'informatisation des entrepôts, des approches alternatives sont prises. Avant de regarder les choses en détail, dirigeons généralement notre regard d'auditeur sur l'entrepôt. Y a-t-il des matériaux stockés sur le sol? Il ne devrait pas y avoir parce que lorsque cela se produit, c'est souvent parce que l'entrepôt est trop petit. Et qu'en est-il du bâtiment lui-même? Est-ce en bon état de réparation? Est-ce sec ou, par exemple, y a-t-il des fuites dans le toit? Et la température, est-elle maintenue de manière appropriée pour les matériaux stockés? Que diriez-vous du ménage? L'endroit est-il propre et bien rangé? Si vous avez des doutes sur l'un de ces points, demandez à voir les SOP et les registres. Même si l'entrepôt est propre et qu'il n'y a aucun signe d'insecte ou de nuisible, vous pourriez vouloir vérifier les procédures de lutte contre les parasites et de nettoyage. Assurez-vous que tous les agents de nettoyage ou de fumigation sont vraiment adaptés à un entrepôt pharmaceutique. Maintenant, regardons à quel point l'entrepôt est bien organisé. La BPF préconise un rangement ordonné des matériaux, l'objectif étant d'éviter les mélanges. Il est possible qu'il y ait plus que simplement des matières premières dans l'entrepôt. Si c'est le cas, les produits finis sont-ils stockés dans des zones séparées bien définies? Ils devraient l'être. Par exemple, comment distingue-t-on les produits finis en attente de libération, de ceux déjà libérés?
Y a-t-il une zone séparée pour les matériaux rejetés? Cela concerne les matériaux de départ et d'emballage rejetés ainsi que les produits finis. Si vous êtes satisfait de cela, revenons à notre flux de matériaux. Notre matière première est-elle correctement étiquetée avec son nom, son code de référence, son numéro de lot, son état, comme en quarantaine, en test, en libération, etc. Sont-ils marqués pour des dates d'expiration ou de réévaluation? Où les étiquettes de statut ont été appliquées, toutes les anciennes étiquettes ont-elles été enlevées, ou ont-elles été défigurées ou complètement couvertes? Rappelez-vous, seules les étiquettes de données actuelles doivent être apposées. Oh, et, accessoirement, avez-vous vérifié que toutes les étiquettes sont placées sur les contenants eux-mêmes, et non sur les couvercles? Parce que cela peut être une recette pour le désastre. Une exigence stricte des BPF est la rotation des stocks FIFO. C'est le principe du premier entrée, premier sorti. Alors, y a-t-il des exemples de matériaux détenus qui ne sont pas conformes? Cherchez des instances de deux matériaux différents stockés sur la même palette. Cela ne devrait pas arriver car les confusions suivent cette procédure. De même, existe-t-il des cas où deux lots différents du même matériau se trouvent sur la même palette? Comment sont gérés les matériaux qui sont expédiés en petite quantité dans cet entrepôt? Ont-ils alloué un espace complet de palettes pour, disons, une petite bouteille ou un canistet, ou y a-t-il une zone de stockage pour les petits composants? Que dire des matériaux non conformes? Vérifiez qu'ils sont étiquetés et séparés des autres matériaux, ou s'il existe un autre système en place pour empêcher qu'ils soient renvoyés à la fabrication comme du bon stock. Et produits finis. Vérifiez qu'il existe une zone de quarantaine ou un autre système pour s'assurer qu'aucun produit n'est expédié avant les tests de contrôle qualité et d'autres zones de rejet. Certainement, nous ne devrions pas pouvoir en trouver ailleurs. Malheureusement, la fabrication pharmaceutique ne s'arrête pas toujours avec la sortie du produit. Parfois, cela revient de nouveau. Parfois, les marchandises sont renvoyées parce que le stock a été endommagé dans la chaîne d'approvisionnement. Parfois, il s'agit de stocks sujets aux plaintes des clients. Alors, y a-t-il une zone désignée pour les stocks retournés? Son contenu est-il correctement identifié? Existe-t-il une procédure opérationnelle standard décrivant les procédures de gestion pour un tel retour de stock? Maintenant, examinons certains des aspects spécialisés de l'entreposage. Premier, toutes les matières premières qui nécessitent des conditions de stockage spéciales. Et si c'est le cas, et cela prend généralement la forme d'un certain type de stockage à froid, vérifiez-le pour l'intégrité du stock et la cohérence de la température. Ensuite, examinez le contrôle des matériaux imprimés dans l'entrepôt. À la réception, ils doivent être traités de la même manière que les matières premières. L'exigence GMP couvre la réception, l'échantillonnage, l'examen et les procédures de quarantaine exactement comme pour les matières premières. Ils doivent être stockés dans un magasin de matériel imprimé. À quoi ça ressemble? L'accès non autorisé est-il exclu? Les documents imprimés sont-ils identifiés? Et leur statut a-t-il été identifié? Les documents imprimés non reliés sont-ils stockés dans des conteneurs fermés séparés? Pouvez-vous voir des exemples de matériaux imprimés obsolètes? Mais que vous le puissiez ou non, vérifiez qu'ils sont toujours détruits quand ils deviennent obsolètes. Même s'il n'y a pas d'exemple visible de mauvaises pratiques de matériaux imprimés, il vaut la peine de vérifier que des procédures écrites détaillées sont en place. Enfin, jetez un œil à certains aspects satellitaires du stockage de l'infanterie qui devraient être conformes aux mêmes dispositions que l'entrepôt principal. Premier, vérifiez le stockage de solvants inflammables pour les dossiers et la sécurité. Ensuite, le stockage des gaz comprimés pareillement. Dans certaines installations, il peut y avoir des livraisons en vrac de matières premières comme le sucre liquide ou les gaz propulseurs pour les inhalateurs doseurs. Dans ce cas,
il est extrêmement important de s'assurer qu'aucune contamination croisée ne se produit à la suite de livraison en vrac. Vérifiez qu'il y a des tuyaux de livraison dédiés, qu'ils sont propres et nettoyés. Enfin, vérifiez qu'il existe des procédures pour s'assurer que les matériaux en vrac sont échantillonnés, testés et confirmés comme étant le bon matériel avant leur déchargement du camion-citerne dans des conteneurs en vrac.